une image unique en son genre, source d'inspiration pour des décennies de recherche et de débats. Le Swear de Turin, un fragment d'histoire qui continue de poser un mystère à la science. Le Swear de Turin est un linceul funéraire, portant l'empreinte de ce que beaucoup considèrent comme l'image même de Jésus après sa crucifixion. Bien que la question ait fait débat pendant des années, le Swear revient sur le devant de la scène, cachés au cœur même des fils du Swear. Des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante, des traces d'ADN. Mais lorsque les résultats sont arrivés, l'équipe de recherche était complètement incrédule. Pour des millions de croyants à travers le monde, le Swear est considéré comme le linceul de Jésus-Christ, le seul vestige physique lié à la résurrection. Un témoin silencieux d'un événement qui a changé le cours de l'histoire. Certains le qualifient même de 5e évangile, non pas écrit avec de l'encre ou des mots, mais avec du sang et de la souffrance. Avant d'aller plus loin, nous aimerions solliciter votre soutien. Si vous appréciez ce récit, un « j'aime » et un abonnement sont les moyens les plus simples de nous aider à poursuivre notre travail. Votre soutien nous est précieux. Pourtant, pour les sceptiques, le Swear de Turin raconte une toute autre histoire. Une histoire qui remet en question la foi, la tradition et tout ce que nous croyons savoir du passé. À leurs yeux, le Swear de Turin est considéré comme le faux médiéval le plus élaboré et le plus convaincant jamais réalisé. Certains pensent même qu'il pourrait avoir été créé par Léonard de Vinci lui-même. D'autres affirment qu'il s'agissait de l'œuvre d'un maître inconnu, soigneusement conçu pour tromper les pèlerins en quête de miracles. Ce débat n'a jamais cessé depuis plus de 6 siècles. La foi se dressait d'un côté, la logique de l'autre, et aucune des deux ne voulait céder. Mais au XXIe siècle, l'ère de la philosophie et de la spéculation a finalement laissé place à autre chose. La science est intervenue, froide, précise et implacable. Génétique, physique des hautes énergies, spectroscopie, analyse forensique. Des technologies ont émergé, permettant de répondre à des questions que l'on croyait autrefois impossibles. Les chercheurs ne considéraient plus le Swear comme une relique sacrée. Ils l'abordaient celle comme une scène de crime, comme une preuve d'un mystère non résolu, comme une banque de données biologiques préservant silencieusement 2 0 ans d'histoire. L'ADN a été extrait et séquencé avec précision à partir de ses fibres. Chaque filament a été analysé au rayon X. Les taches de sang ont été décomposées en leurs plus petits décomposants. Molécules, atomes et empreintes élémentaires. Les scientifiques s'attendaient à des résultats simples, des traces d'un seul individu, ou peut-être des résidus de pigments d'un artiste médiéval. Or, leurs découvertes furent tout sauf simples. Les généticiens de l'université de Padoue, en collaboration avec les physiciens travaillant dans les laboratoires sécurisés de l'ENEA, ont fait des découvertes si inattendues que même les experts les plus chevronnés en furent profondément troublés. Les preuves n'ont pas seulement remis en question les théories existantes, elles les ont anéanties. Les explications sceptiques, comme les interprétations religieuses traditionnelles, se sont effondrées sous le poids des données. Le Swear ne pouvait plus être considéré comme un simple morceau de tissu. Il est devenu tout autre chose. Une carte retraçant un voyage commencé il y a 2 0 ans. Un récit de souffrance si détaillé et précis qu'aucune méthode connue n'a jamais permis de le reproduire. Et la preuve d'une puissante explosion d'énergie. Une explosion dont la véritable nature demeure encore hors de portée de la physique moderne. Ce moment a marqué le début de l'enquête médico-légale la plus exhaustive jamais menée. Nous suivrons des indices invisibles à l'œil nu, des grains de pollen microscopiques, des traces moléculaires, des signatures biologiques. Pas à pas, nous chercherons à savoir quel sang a réellement imprégné ces fibres, et pourquoi les preuves semblent crier leur douleur, non pas par des mots, mais par le langage de la biochimie. Nous explorerons également la physique qui sous-tend cette image, une image qui se comporte simultanément comme un négatif photographique, un hologramme et une radiographie. Enfin, nous aborderons une question fondamentale qui a stupéfié le monde scientifique. L'analyse ADN a finalement contraint les chercheurs à une conclusion stupéfiante. Cet artefact n'a pu être créé en Europe et semble témoigner d'événements qui ont profondément marqué l'histoire de l'humanité. Pour saisir toute la portée de ces découvertes génétiques, il faut remonter aux origines même de la recherche scientifique sur le Swear, ce que l'on appelle aujourd'hui la synindénologie moderne. Il nous faut revenir au moment où l'humanité a véritablement aperçu pour la première fois le visage dissimulé dans l'ombre du linceul. Ce moment survint le 28 mai 1898 à Turin.
Un avocat, conseiller municipal et photographe amateur passionné, nommé Secondo Pierre, obtint du roi Alberto Ier l'autorisation exceptionnelle de photographier la relique lors d'une exposition publique organisée pour célébrer le mariage du prince. À cette époque, la photographie était loin d'être simple. Elle était lente, technique et exigeante. Pia transporta un appareil photo presque aussi volumineux qu'une valise sur un haut échafaudage à l'intérieur de la cathédrale. Pour éclairer l'obscurité, il utilisa des puissants flashs au magnésium et des lampes performantes. Il exposa 2 grandes plaques de verre, mesurant chacune 50 fois 60 cm. Tard dans la nuit, seul dans sa chambre noire, éclairé seulement par la faible lueur d'une lampe de sécurité rouge, Pia plongea délicatement l'une des plaques dans un bac de révélateur. Et alors, le miracle se produisit. Tandis que l'image apparaissait lentement sur le verre, Pierre faillit laisser tomber le précieux négatif, tant il était incrédule. Ce qui se dévoilait sous ses yeux lui paraissait irréel, presque surnaturel. Un visage, des yeux enfoncés doucement clos, un nez cassé, une moustache et une barbe fourchue, une ecchymose sur la joue droite. Pour la première fois, la silhouette dissimulée sous le lin n'était plus une ombre indistincte. C'était clairement un homme. L'expression était saisissante, calme, digne, presque autoritaire. Et pourtant, elle appartenait à quelqu'un qui avait manifestement enduré des souffrances physiques extrêmes et inimaginables. L'effet était bouleversant. Ce n'était pas seulement une surprise, c'était un tournant. Cela a complètement transformé la façon dont on comprenait le suaire. Toute image normale, qu'elle soit dessinée à la peinture, au fusain ou même avec du sang, se comporte de manière prévisible lorsqu'elle essaie de convertir en négatif photographique. Les zones claires s'assombrissent, les zones sombres s'éclaircissent. Le résultat est déformé et artificiel, donnant au visage un aspect plat et figé. Mais le linceul, Louis, ne s'est pas comporté ainsi. Photographié en négatif, il est apparu comme une véritable photographie en noir et blanc d'un être humain. Ce simple fait a tout changé. Et même aujourd'hui, il demeure impossible de l'ignorer, aussi sceptique ou déterminé soit-on à le réfuter. Ce que l'œil nu voit sur le tissu n'est pas une image normale. C'est déjà un négatif. Et cela soulève une question qui ne devrait pas se poser. Et pourtant, elle se pose. Qui ? Au Moyen Âge, que ce soit au Xe ou au XIe siècle, connaissait-on les principes de la photographie? Qui savait que la lumière pouvait être inversée pour révéler une image cachée? La réponse est simple, personne. Qui pourrait créer intentionnellement une image négative parfaite, sans aucun moyen de voir, de tester ou de confirmer le résultat? La photographie ne serait inventée que 800 ans plus tard. L'œil et le cerveau humain ne sont pas biologiquement capables de percevoir le monde en négatif, et encore moins de le reproduire avec un contrôle aussi précis de la lumière et de l'ombre. Ce fut le premier véritable mystère, la première fissure dans ce qui semblait être un mur de scepticisme infranchissable. Le linceul ne se comportait pas comme un tableau, il agissait comme une plaque photographique, figeant un instant précis. Au fil des décennies, le tissu a été examiné aux rayons X, à la lumière ultraviolette, par imagerie infrarouge et par balayage laser. Pourtant, son plus grand secret ne résidait pas dans l'image elle-même. Il était enfoui dans la saleté. La poussière, les particules microscopiques emprisonnées entre les fibres de lin,
après plus de 2 ans de manipulation, de déplacement et d'exposition aux intempéries. En 2015, une équipe de généticiens et de biologistes, dirigée par le professeur Gianni Barcacci de l'Université de Padoue, a bénéficié d'un accès sans précédent à la relique. Leur mission, aussi audacieuse qu'inquiétante, consistait à localiser et à analyser l'ADN. Ils ne cherchaient pas l'ADN de Dieu. La science ne dispose d'aucun modèle précis de ce à quoi une telle trace devrait ressembler. Il n'existe aucun échantillon de référence, aucune norme établie pour la comparaison. Les chercheurs ne cherchaient pas à identifier une personne en particulier. Leur objectif était bien plus vaste. Reconstituer l'histoire du tissu lui-même, ses voyages, les personnes qui l'avaient touché et celles qui l'avaient tenu au fil des siècles. Pour ce faire, ils ont utilisé des appareils de micro-aspiration stérile, spécialement conçus et équipés de filtres ultra fins. Ces outils ont permis de collecter délicatement des poussières microscopiques, du pollen et des fragments organiques, non seulement à la surface du tissu, mais aussi dans les espaces profonds entre les fils de chaîne et de trame, où des matériaux anciens peuvent rester scellés pendant des milliers d'années. Ils ont également examiné des particules collectées lors de la restauration de 1988. Là, le séquençage a commencé à utiliser le séquençage de nouvelle génération, connu sous le nom de NGS. Les scientifiques se sont concentrés sur l'ADN mitochondrial des plantes et des humains pour une raison cruciale. Contrairement à l'ADN nucléaire, l'ADN mitochondrial existe en centaines de copies par cellule. Il est transmis exclusivement par la lignée maternelle et se conserve beaucoup plus longtemps dans les tissus anciens. De ce fait, il constitue un marqueur puissant et fiable de l'origine géographique, des mouvements de population et des migrations humaines. Pendant des semaines, les ordinateurs ont fonctionné sans relâche, décodant des millions de séquences nucléotidiques et les comparant à des bases de données génomiques mondiales représentant des populations du monde entier. Lorsque les diagrammes finaux sont apparus à l'écran, des cartes des haplogroupes génétiques et des lignées ancestrales, les chercheurs ont compris qu'ils étaient confrontés à un phénomène qui défiait toute explication simple et, assurément, toute falsification ordinaire. Il ne s'agissait pas de la signature génétique d'un seul individu, mais de quelque chose de bien plus complexe. Un portrait génétique de l'humanité tout entière. Ces découvertes furent publiées dans la prestigieuse revue Nature Scientific Reports et suscitèrent une réaction immédiate et spectaculaire. Un véritable séisme a secoué la communauté scientifique. Les chercheurs s'attendaient à un signal génétique dominant et net. Si le SWER était un faux médiéval créé en France, comme l'affirment depuis longtemps les sceptiques, l'ADN européen, et plus précisément français ou italien, aurait dû largement prédominer dans les résultats. En revanche, s'il s'agissait d'une relique authentique provenant de Jérusalem et n'ayant jamais quitté la région, les traces génétiques auraient dû pointer presque exclusivement vers le Moyen-Orient. Or, ce ne fut pas le cas. Ce qui apparut en revanche s'apparentait davantage à un chaos. Un monde entier inscrit sur un simple morceau de tissu. Le SWER a révélé des empreintes génétiques provenant de populations issues de vastes régions d'Eurasie et d'Afrique. Examinons les découvertes des scientifiques. Tout d'abord, le Moyen-Orient. Les chercheurs ont identifié des groupes haplogroupes fréquemment associés aux Druze, une communauté ethno-religieuse très soudée et historiquement isolée, vivant dans les régions montagneuses d'Israël, de Jordanie, du Liban et de Syrie. L'ADN de Druze est considéré comme exceptionnellement ancien et remarquablement stable, ayant très peu évolué au cours de milliers d'années en raison de siècles d'isolement. Cela en fait un marqueur puissant de son origine géographique et apporte une preuve solide d'un lien avec le Moyen-Orient. Deuxièmement, les groupes HLO d'Europe occidentale, tels que U5b et H1 à H3, sont également apparus, comme prévu, depuis le XVe siècle. Le SWER les conserve. D'abord à Chambéry, puis à Thann. Au fil des siècles, le tissu a été manipulé par les religieuses pauvres de la CLA qui le réparaient, par les membres de la maison de Savoie qui en étaient propriétaires, et par d'innombrables pèlerins européens venus le vénérer. Vint ensuite la troisième région, l'Afrique du Nord et de l'Est. L'aplogroupe L3CM, Saint-1 est apparu, pointant vers des régions comme l'Égypte et l'Éthiopie. C'était à la fois inattendu et profondément fascinant, suggérant un contact avec certaines des premières communautés chrétiennes du continent africain. La quatrième était l'Asie du Sud. Les haplogroupes M39, M56 et R8, marqueurs génétiques
typiques du sous-continent indien, ont été identifiées. Plus étonnant encore, des traces provenant d'Asie de l'Est ont été détectées. Des haplogroupes tels que D4 et G2, généralement associés à la Chine, étaient en présent. Chine, Inde, Afrique, Europe, Moyen-Orient. Tout cela consigné dans un seul et même tissu ancien. Comment expliquer cela, si le swear n'était qu'un faux, créé dans la cave humide d'une abbaye française vers 1350? Comment expliquer la présence de traces génétiques chinoises et indiennes? Dans le monde médiéval, la mondialisation n'existait pas. Les voyages au long cours ont bel et bien eu lieu, mais pas à une échelle suffisamment vaste pour laisser des traces génétiques aussi largement répandues et clairement identifiables sur un seul morceau de tissu. La réponse, en réalité, s'est avérée encore plus extraordinaire que le mystère lui-même. Le linceul n'est pas un simple linceul, c'est un voyageur. Lorsque des scientifiques de Padoue ont cartographié les données génétiques, ils ont fait une découverte stupéfiante. La distribution des marqueurs génétiques correspondait avec une remarquable précision géographique à une ancienne route historique, longtemps considérée par de nombreux érudits comme une simple légende. La réponse réside dans le voyage de l'image créé par l'homme, connu sous le nom de Mandélion. D'après d'anciennes sources byzantines, syriennes et arabes, le swear était plié de telle sorte que seul le visage était visible et exposé dans un cadre spécial. Ce pliage était connu sous le nom de tétradiplolon plié en 4. Cette relique n'est pas restée en un seul lieu, et son voyage n'a certainement pas commencé en Europe. Son périple a débuté à Jérusalem, lieu de la crucifixion et de la résurrection. Dès là, il a voyagé jusqu'à Edessa au IIe siècle. Le swear était resté caché à l'intérieur des remparts de la ville pendant des siècles, avant d'être redécouvert. Edessa se trouvait à l'un des carrefours les plus importants du monde antique, la route de la soie. Des caravanes venues de Chine, d'Inde, de Perse et d'Arabie traversèrent la ville, chargées de marchands transportant de la soie et des épices. Pèlerins et diplomates venus de contrées lointaines, tous étaient venus vénérer la relique censée protéger la ville. Ils se tenaient près d'elle et embrassaient son enveloppe. Ils touchèrent la relique, et à chaque contact, des traces microscopiques, des cellules de peau, des fragments de cheveux, des gouttelettes de sueur se déposèrent sur le tissu. Couche après couche, siècle après siècle, l'ADN du monde s'accumula à sa surface comme une poussière invisible. Le voyage ne s'arrêta pas là. Vint ensuite Constantinople. De 944 à 124, la relique fut conservée au cœur même de l'Empire byzantin. Les empereurs byzantins l'acquirent par achat ou par la force, et la transportèrent de Nantes dans ce qui était alors la plus grande ville du monde. Constantinople était une véritable mégapole du monde antique, un lieu de convergence pour les populations de toutes races, cultures et régions. Puis, en 1204, durant le chaos de la 4e croisade, la ville fut violemment pillée. Suite à ces événements, le swear a disparu. Son étape suivante semble avoir été Athènes et la région environnante de la Grèce vers 1205. Après la chute de Constantinople, la relique passa entre les mains de chevaliers français et fut conservée un temps à Athènes, avant de disparaître à nouveau dans l'histoire. Puis, vers 1353, elle revint en France. Il s'agit de la première apparition clairement documentée du swear en Europe occidentale, en possession du chevalier Geoffroy Desani. Et c'est là que les preuves génétiques portent un coup fatal à la théorie du faux médiéval. Un faussaire ayant œuvré en Europe au XIVe et XVe siècle n'aurait jamais pu collecter de la poussière et de l'ADN auprès de populations de Chine, d'Inde, du Moyen-Orient et d'Afrique, régions connues uniquement par les récits de voyageurs lointains comme Marco Polo. Il n'aurait pas non plus pu intentionnellement déposer ses traces sur un tissu de manière à tromper les généticiens 600 ans plus tard. L'ADN trouvé sur le swear n'est pas une contamination aléatoire. C'est une mémoire biologique collective, de la poussière de sandales, de robes et de mains laissées par d'innombrables personnes qui se sont tenues devant ce visage au fil des siècles. Ce registre biologique démontre l'ancienneté de l'objet et ses origines, orientales de manière plus convaincante que n'importe quelle datation au radiocarbone. Mais l'ADN humain ne révèle que la moitié de l'histoire. L'autre moitié est inscrite dans les plantes. Travaillant séparément, ils ont examiné des grains de pollen emprisonnés au cœur des fibres de lin. Grâce à des techniques de prélèvement par adhésif, ils ont délicatement extrait des traces microscopiques du tissu. Leur découverte a bouleversé la communauté botanique. Du pollen de 58 espèces végétales différentes a été identifié sur le suaire.
d'XY de ces espèces sont originaires d'Europe, ce qui correspond parfaitement à ce que l'on pouvait attendre compte tenu de la présence attestée du suaire sur ce continent au cours des 6 derniers siècles. Mais la majorité provenait d'ailleurs, des plantes originaires du Moyen-Orient, de Turquie et de la zone anatolienne, correspondant parfaitement à l'ancien itinéraire, passant par Hadessa et Constantinople. Puis vint la découverte la plus extraordinaire de toutes. Des scientifiques ont identifié un groupe de plantes qui ne poussent nulle part ailleurs sur Terre. Des espèces que l'on ne trouve que dans un étroit corridor géographique entre Jérusalem et Jéricho. Au cœur de cette découverte se trouvait une plante en particulier, Gandelia terna, un arbuste épineux du désert, une sorte de chardon. Son pollen représentait près de la moitié de tous les échantillons récupérés sur le tissu. Une concentration inhabituellement élevée et profondément troublante. Pourquoi le pollen d'une plante épineuse serait-il si dominant? Et pourquoi les épines seraient-elles associées au linceul d'un homme traité comme un roi? La réponse est apparue lorsque des historiens et des théologiens ont réexaminé les récits de la Passion du Christ. La couronne d'épines, Gandelia tourneforte, avec ses longues épines rigides et acérées, est précisément le type de plante que les soldats romains auraient pu tordre pour en faire une couronne cruelle et factice pour celui qu'on appelait le roi des Juifs. Soudain, le pollen commença à révéler son histoire. Cette plante fleurit près de Jérusalem à une période très précise de l'année, au début du printemps, coïncidant exactement avec la Pâque juive. La découverte d'une concentration aussi inhabituelle de son pollen, notamment autour de la tête et des épaules du tissu, apporte une preuve matérielle directe que le corps était couronné d'épines. Un second indice botanique provenait du Zygellum demos, une plante endémique d'une région très restreinte, ne poussant que dans le désert de Judée et certaines parties de la péninsule du Sinaï. Son pollen a également été retrouvé en quantité significative sur le tissu. Aucun faussaire médiéval travaillant en France n'aurait pu se procurer du pollen de plantes exclusivement israéliennes, et encore moins l'appliquer de manière invisible, à l'échelle microscopique, sur un morceau d'étoffe. Un faussaire aurait utilisé de la peinture. Or, le pollen ne peut être peint. Il agit comme un sceau invisible sur une scène de crime, une empreinte géographique impossible à falsifier. Pendant de nombreuses années, et notamment au cours du XIXe siècle, période marquée par un rationalisme exacerbé, les sceptiques ont soutenu que les taches rougeâtres sur le suaire n'étaient rien d'autre que des pigments, ocre, cinéabre ou tempéra mélangés à de la gélatine. Cette affirmation s'est finalement effondrée en 2017. Une équipe de chercheurs italiens dirigée par le professeur Giulio Fanti de l'université de Padoue, travaillant aux côtés de médecins d'un hôpital de Trieste, a examiné les taches à l'aide de la microscopie électronique à transmission et de la spectroscopie Raman. À l'échelle nanométrique, ils n'ont pas observé de pigments, mais du sang. Le sang trouvé sur le tissu a été identifié comme étant humain et de groupe sanguin AB, l'un des groupes sanguins les plus rares au monde. Or, ce même groupe sanguin apparaît à plusieurs reprises sur d'anciennes reliques chrétiennes, notamment le suaire d'œuf d'eau. Mais il ne s'agissait pas du sang d'une personne en bonne santé. Les scientifiques y ont détecté des nanoparticules de créatinine et de ferritine liées à l'hémoglobine. De telles concentrations extrêmes ne se produisent que dans des conditions bien précises. Un traumatisme mortel catastrophique, une torture prolongée combinée à une déshydratation et à une destruction musculaire massive. Lorsque le tissu musculaire est endommagé de façon répétée, un processus appelé raréfaction de la créatinine. Celle-ci inonde le sang en quantités énormes, et le sang conservé sur le tissu en témoigne précisément. Il ne s'agit pas d'un symbole, mais d'un cri biochimique de douleur. L'analyse a révélé que l'homme enveloppé dans ce tissu n'est pas simplement mort. Il a été battu jusqu'à un état physique déjà incompatible avec la vie avant même le début de la crucifixion. Cela correspond aux descriptions évangéliques des flagellations romaines pratiquées dans la salle des drapeaux, avec des fouets de cuir lestés de plomb. Le corps porte les traces de plus de 100 coups, et la composition chimique du sang révèle des souffrances qu'aucun artiste ne saurait simuler. Un peintre peut imiter l'apparence d'une blessure, mais aucune main humaine ne peut reproduire la signature biochimique d'un traumatisme extrême, d'un polytraumatisme, d'une insuffisance rénale et d'un choc hypoalmique. La couleur du sang demeurait un autre mystère. Les taches sur le tissu restent rouges. Normalement, le sang ancien fonce avec le temps, devenant brun ou noir. Mais des analyses scientifiques ont révélé des taux anormalement élevés de bilirubine, une substance libérée par le foie lors d'un stress extrême et de traumatismes graves.
La bilirubine préserve la couleur rouge du sang pendant des siècles. Le sang d'un homme torturé reste rouge. Il ne s'agit pas de mysticisme, mais de réaction biochimique face à un stress insoutenable. Dès lors, beaucoup se posent la même question. Qu'en est-il de la fameuse datation au radiocarbone? En 1988, les tests au carbone 14 semblaient avoir tranché le débat une fois pour toutes. 3 des laboratoires les plus réputés au monde, Oxford, Zurich et Arizona, ont publié leurs résultats avec un niveau de confiance de 95%. D'après leurs mesures, le tissu datait de la période 1260-390, le Moyen-Âge. Un faux. Le monde accepta le verdict. Même l'Église prit ses distances, qualifiant le suaire d'icône plutôt que de véritable relique. Mais la science évolue. 30 ans plus tard, des chercheurs découvrirent l'erreur cruciale. Le problème ne résidait pas dans la technologie, mais dans le choix de l'échantillon. En 1988, un minuscule morceau de tissu, pas plus grand qu'un timbre-poste, fut prélevé sur le bord du suaire. Ce coin avait été manipulé d'innombrables fois au cours des siècles, tenu par les évêques et les cardinaux lors d'expositions publiques. Il avait absorbé la transpiration, le sébum, la cirée de bougie, les bactéries. Il avait subi plus d'usure et de contamination que toute autre partie du tissu. Des recherches plus approfondies, menées par le chimiste Ray Rogers du Laboratoire national de Los Alamos, révélèrent un fait encore plus troublant. Ce coin avait été réparé avec une telle habileté au Moyen Âge que la réparation était passée inaperçue. L'échantillon n'était donc pas représentatif du suaire dans son ensemble. Face à ce constat, la certitude des résultats de 1988 a commencé à s'effriter. Les religieuses françaises qui ont restauré le suaire n'ont pas utilisé les techniques modernes de réparation invisible. Elles ont renforcé le bord abîmé en tissant de nouveaux fils de coton dans le tissu d'origine, soigneusement teint pour correspondre à la couleur du lin ancien. L'analyse chimique ultérieure de l'échantillon précis testé en 1988 a révélé la présence de fibres de coton. Ce seul fait a soulevé de sérieuses questions. Le corps principal du suaire ne contient pas de coton. Il est entièrement fait de lin. Pour dissimuler la réparation, les fils de coton ont été teints à l'alazarine afin de se fondre dans le tissu ancien, et de la gomme arabique a été utilisée comme liant. Autrement dit, le matériau testé en 1988 n'était pas d'origine. Les laboratoires ont daté la pièce rapportée, et non le suaire lui-même. Ils ont en réalité mesuré l'âge du coton médiéval et des siècles de saleté accumulée, et non celui du lin d'origine du 1er siècle. En 2022, le physicien italien Liberato De Caro de l'Institut de cristallographie de Bari a introduit une approche radicalement différente, totalement indépendante des résidus organiques. Cette technique, connue sous le nom de diffusion des rayons X aux grands angles, WAXS, a tout bouleversé. Au lieu d'analyser les contaminants, cette méthode examine le vieillissement du lin lui-même, et plus précisément la cellulose contenue dans ses fibres, mesurée à l'échelle atomique. Avec le temps, le lin se dégrade naturellement. Les longues chaînes polymères de cellulose se brisent lentement, et sa structure cristalline se détériore sous l'effet constant du rayonnement ambiant, de l'humidité et des variations de température. Ce processus agit comme une horloge interne pour le matériau. Darrow a comparé des échantillons du suaire avec des tissus d'âge connus, allant du lin utilisé pour envelopper les momies égyptiennes, datant de 3000 avant Jésus-Christ, -C, aux textiles médiévaux du Xe au XIVe siècle. Les résultats ont stupéfié les chercheurs. La courbe de vieillissement de la cellulose du suaire ne correspondait absolument pas à celle des tissus médiévaux. Elle était bien plus ancienne. En fait, la structure moléculaire du lin du suaire correspondait avec une précision remarquable à celle de fragments de lin retrouvés dans la forteresse de Msada, en Israël. Msada tomba en 74 après J-C, et les textiles qui y furent découverts datent de la période comprise entre 50 et 74 après Jésus-Christ, -C, soit précisément du 1er siècle, l'époque du Christ. Grâce à des analyses aux rayons X de pointe, les scientifiques ont repoussé l'âge du suaire de Turan de plus de 1000 ans, le situant ainsi au cœur même de l'histoire biblique. En 1988, la science semblait avoir rejeté le miracle. En 2022, munie d'outils modernes, elle l'a remise au goût du jour. Mais une question demeure. Comment l'image s'est-elle formée? Il n'y a ni coup de pinceau, ni pigments, ni encre. L'image n'existe qu'à la surface même du lin, à une profondeur d'environ 200 nanomètres, des centaines de fois plus fine qu'un cheveu. Grattez-la légèrement et elle disparaît. Il ne s'agit pas de peinture. C'est une transformation chimique due à l'oxydation et à la déshydratation.
une sorte de brûlure laissée par une source d'énergie inconnue. Les scientifiques ont tout essayé pour la recréer. Acide, chaleur, rayonnement gamma, rien n'y a fait. Une seule méthode s'en est approchée. Une brève et intense impulsion de rayonnement ultraviolet sous vide. Mais de tels lasers n'existaient pas dans le monde antique. Pour imprimer l'image sur près de 4 mètres carrés de tissu, le corps aurait dû libérer une explosion d'énergie inimaginable durant moins d'1 milliardième de seconde. Suffisamment puissant pour marquer le tissu, mais suffisamment précis pour ne pas le brûler ni le détruire. En 1976, une technologie développée par la NASA a révélé quelque chose d'encore plus étonnant. Le linceul présente une image tridimensionnelle d'une précision parfaite. L'intensité de l'empreinte correspond exactement à la distance entre le corps et le tissu. Aucun artiste, ancien ou moderne, n'a jamais été capable de reproduire un tel résultat. Plus remarquable encore, l'analyse numérique a révélé des formes au-dessus des yeux, compatibles avec des pièces de monnaie, correspondant à de rares leptons frappés sous Ponteuse Pilote vers 29 après. J-C. La probabilité qu'un faussaire médiéval ait pu connaître ou reproduire ce détail est pratiquement nulle. Le tissu porte également des traces de poussière de Jérusalem, de pollen de plantes qui fleurissent uniquement aux alentours de la ville au début du printemps, et de sang contenant des marqueurs biochimiques de tortures extrêmes. Les clous traversent tous les poignets, et non les paumes, exactement comme le prédit la médecine légale. Même les réactions nerveuses sont visibles, notamment la rétraction des pouces, couche par couche, discipline par discipline, biologie, chimie, physique, géologie, histoire, numismatique. Tous les indices convergent vers un seul lieu, à une seule époque, Jérusalem, entre 30 et 33 après Jésus-Christ. -C. Le swear résiste à toute explication simpliste. Ce n'est pas une peinture, c'est l'empreinte quasi-holographique d'un être humain réel, un témoignage médico-légal, le témoin silencieux d'un moment qui a bouleversé le cours de l'histoire. Le swear est retourné dans son caveau. Il demeure silencieux, mais les données, elles, ne le sont pas. La légende, la foi et la tradition sont désormais étayées par des preuves scientifiques tangibles. Peut-être comprendrons-nous un jour pleinement l'explosion d'énergie qui a laissé cette trace. En attendant, elle se dresse comme un 5e évangile, inscrit non pas dans les mots, mais dans la matière même. Alors, la question demeure, croyez-vous que la science expliquera un jour un miracle? Ou certaines portes sont-elles destinées à rester ouvertes, non pas à l'esprit, mais au cœur?